Salut la compagnie, c'est Jules Melon et aujourd'hui dans Impro Ciné Critique, je vais vous faire part de ma découverte d'une réalisatrice japonaise et il est vrai que j'évoque assez peu de cinéastes femmes de ce pays si ce n'est en animation. En live action c'est peut-être même une première et non, il ne s'agit pas de Kinuyo Tanaka dont j'ai failli découvrir une œuvre d'ailleurs en salle dans le cadre lycéen au cinéma mais malheureusement je n'ai pas pu accompagner la classe en question à cause d'une réunion. Un peu énervé, je me suis rabattu sur une dame plus contemporaine du 7e art japonais, à savoir Naomi Kawase, qui, en 1997, proposait ici sa première fiction en 35 mm, elle qui vient du documentaire Suzaku, ou en version originale, Moe no Suzaku. Je n'ai pas trouvé de traduction exacte. Suzaku, c'est apparemment une sorte d'oiseau rouge, peut-être une signification poétique derrière. Au casting, nous retrouvons un seul acteur professionnel à l'époque, un certain Jun Kunimura, qu'on retrouvera chez Takashi Miike, ou chez Koreda, avec d'ailleurs Machiko Ono, qui fait ici ses débuts. Les deux se retrouveront dans Tel père, tel fils. Tiens, une histoire de famille, comme c'est le cas là, où on va suivre donc une grand-mère, son fils, l'épouse de celui-ci, leur fille et le neveu, qui vivent ensemble dans un Japon rural, près d'un village. Voilà, ils essayent de survivre, tranquillement au début, c'est quand même la belle vie, surtout pour les enfants. Les cousins s'entendent très bien, mais on sent que le père, lui, il attend qu'une chose, une opportunité de travail autour du chemin de fer, je reste vague, et on voit ce tunnel-là qu'il contemple, et il le passe, d'ailleurs, avec son neveu, en mode... Peut-être que, arrivé au bout, on aura de nouvelles perspectives dans un endroit qui potentiellement pourrait se mourir sans ce projet. Ça commence comme ça, tranquillement, et on se retrouve 15 ans après, avec une très belle ellipse, et les choses, malheureusement, ne sont pas allées dans le bon sens. C'est-à-dire que le projet ferroviaire a été abandonné, donc le père n'a pas de travail, les villageois autour se réunissent et se questionnent sur la survie vraiment du village, car si les gens ne peuvent pas travailler là, ils vont partir, et leurs fils n'auront pas d'épouse et ne pourront pas avoir d'enfants. C'est un petit peu cette idée-là, quand même. Et donc on va suivre la difficile survie, voire quelque part la dissolution, d'une certaine manière, de cette famille, à travers... une tragédie que je ne vais pas évoquer de suite, car j'ai fouiné un peu à droite à gauche, certains synopsis présentent le film sans donc ce retournement qui intervient presque au milieu en fait, quand bien même savoir ce qui se passe ne gâchant absolument rien le visionnage du film, je respecte toujours mes spectatrices et spectateurs qui veulent en savoir le moins possible et qui attendent mon avis d'abord pour savoir s'ils ont envie de regarder ce film. Et franchement, je vous le dis, foncez, voyez-le, si vous arrivez à le trouver. J'ai un peu galéré pour mettre la main dessus, mais ça a été possible. Et c'est un petit coup de cœur. Tel que vous me voyez, là, chez cette vidéo, à peu près 30 minutes après avoir fini le film, j'ai terminé en larmes. Ce qui n'arrive pas si facilement me concernant ces derniers temps. Et ça m'est venu comme ça, pouf. Pendant tout le film, j'étais happé par une certaine émotion, contemplation, plein de choses. C'est un film lent qui prend son temps et qui regarde, qui observe et qui capte les émotions et les personnages. Ça, c'est très important. On voit qu'elle vient du documentaire et ça fait toute une différence dans sa façon de dérouler la fiction ici. Et ça monte. C'est assez simple, c'est un film qui parle de gens, donc des péripéties qui peuvent être vues dans d'autres travaux, y compris japonais d'ailleurs. On peut faire quelques parallèles, je ne vais pas m'amuser à cela ici. Et ça arrive à te capter au bon moment, quand bien même tu saches des choses d'avance ou non. Ça paraît évident, mais qu'est-ce que c'est bien géré. Et tout ce qui fait la force de ce film, c'est que Naomi Kawase, en plus donc de venir du documentaire, donc de parler vrai à travers ses images, même si on voit que c'est un film de fiction, il y a un travail qu'elle n'aurait pas fait de la même façon au documentaire, c'est surtout qu'on sent profondément qu'elle parle d'elle-même. C'est-à-dire que le personnage de la petite fille / adolescente, après 15 ans, que l'on voit dans le film, c'est elle, quelque part, d'une certaine façon, puisqu'il faut savoir que... Enfin, c'est elle. Le cousin aussi qu'on voit là, et donc cette petite fille, ce sont deux alter ego de la réalisatrice, parce que, bon, petite fille... Naomi a été petite fille dans ce contexte-là, probablement rural, tandis que le cousin, lui, il est là, élevé par son neveu et sa tante, et donc sa grand-mère, parce qu'on sent
que les parents sont plus là. On ne sait pas exactement ce qui s'est passé, mais ses parents ne sont pas là. Bon, on sent qu'il a ce poids-là, justement, cette traversée du tunnel avec l'oncle. Il y a celui-ci qui lui demande si sa mère lui manque. Hein, on peut toujours imaginer ce qu'on veut. Et bien, sachez que Naomi Kawase a été abandonnée, entre guillemets, par ses parents après une séparation. C'est compliqué. Elle a vécu avec sa grand-tante. Donc, comme le personnage du cousin, là, ici, qui vit avec sa grand-tante et son oncle et sa tante. Donc, il y a quelque chose là qui est très important. Il y a une histoire aussi d'image dans l'image. Ça, j'y reviendrai un peu, peut-être plus dans la zone spoiler, quand même il y a des choses qu'on peut dire avant. Et donc, ce qui fait que c'est très organique. Le côté sensoriel et émouvant qu'on a là est très sincère. Ça se voit à travers les images, son montage, la façon de gérer les plans, la durée aussi, parce que c'est un film qui joue sur le temps et qui prend son temps. Et j'aime beaucoup dans cette idée-là. Et sur des petits gestes du quotidien. D'ailleurs, c'est ainsi que ça s'ouvre. Hein. On voit la grand-mère et sa belle-fille faire la cuisine et ou la vaisselle. Avec, d'ailleurs, ça s'ouvre. Hein, au niveau du contraste, hop, petit à petit, ça s'éclaire. Et on sent que ce sont des gens qui vivent avec ce qu'ils ont, pas grand-chose, mais qui arrivent à avoir ce bonheur-là, même si on sent une pression sociale aussi sous-jacente. D'ailleurs, la première apparition du père, on le voit à peine à tabler et tout, on sait qu'il doit aller travailler, mais il attend un autre travail, c'est compliqué. Et les enfants, eux, finalement, ça va, quoi. Mais il fait chaud. Ils sont accablés aussi par la chaleur locale. Il y a ce petit jeu là entre le cousin et la petite cousine. Elle répète toujours quelle chaleur, et il y a l'autre qui répond aussi, etc. Mais on voit une belle solidarité entre les deux. Et on voit aussi la montagne autour. C'est pas Narayama non plus, mais je sais pas si ça a été tourné dans des endroits à peu près équivalents. Si vous voulez, c'est près de la préfecture de Nara. Dans la région montagneuse de ce village ancestral qui s'appelle Nishiyoshino. C'est ça, je crois, voilà, j'arrive à lire de loin là-bas. Peut-être que c'est à peu près ce qui a été montré ici, je ne sais pas. En tout cas, c'est ça qui est important. Elle capte une forme de réel, mais elle en fait quelque chose dans la fiction, dans le choix de certains plans. Allez, on va filmer le ciel, le soleil, ou pas, les alentours. L'ellipse, elle est montrée comme ça, une sorte de time-lapse avec les nuages, c'est assez évident. Bon, un peu plus lent qu'un vrai time-lapse très, très rapide. Mais cette idée que... puis bon, le passage, évidemment, de ce tunnel-là, qui sera fermé 15 ans après, ça en dit long. Et donc, la tragédie au milieu, qui fait que, forcément, les choses vont changer. Tout ceci est montré, d'ailleurs, avec une vraie... j'ai envie de dire, il n'y a aucun voyeurisme. C'est fait avec intimité et un recul aussi sur les choses. Voilà. Et elle inclut des moments documentaires dans son film. Et on se demande parfois pourquoi, ce que ça veut dire, mais en fait, ça paraît évident. Il se passe ce qui doit se passer, et à un moment, on sort de la narration du film pendant quelques instants, et on voit des villageois préparer soit une cérémonie ou travailler et tout. On voit d'autres visages qu'on n'a pas vus avant, mais qu'on ne verra peut-être pas après, si ce n'est un moment précis du film. Et c'est là où Kawase a décidé d'ancrer ceci dans un réel, dans une réalité. Ce qui se passe là, ce village potentiellement qui se meurt parce que les opportunités de travaux nouveaux, modernes, n'arrivent pas jusqu'à eux, vont devoir évoluer ou partir. Toute la question est là. On sait qu'à côté, il y a sûrement un petit village ou une petite ville, puisque le cousin qui va devenir jeune adulte va travailler dans un hôtel, etc. C'est mentionné. Mais sur cet endroit-là précisément, c'est un peu plus compliqué. Musique très évidente de piano autour, mais qui n'est pas surusitée derrière, donc ça passe, parce que c'est vrai que ça aurait pu aller trop dans le trop, mais pas du tout ici. Et spoiler donc, la tragédie, c'est le suicide du père. Voilà. Il ne peut pas travailler comme prévu. Il est accablé ultimement par l'annonce de l'abandon du projet. La réunion avec ses compères et tout n'y fera rien. Il décide de partir. Dans les deux sens du terme d'ailleurs, parce que au petit matin, un jour, il décide de prendre sa caméra avec lui, enfin son petit caméscope, son Super 8, tiens. Et il va faire face à ce tunnel donc condamné, et on ne reverra plus. Et en fait, toute la puissance du film fait qu'on se rappelle d'images par écho d'avant. Par exemple, la présentation du père, filmée de très loin, un peu caché et tout dans le salon qui attend le petit-déj, etc. On ne sait pas trop.
déjà, ça montre une présence absente. Et derrière, ce qui va se passer, évidemment, l'annonce de la mort à travers le téléphone, la police l'a trouvé, vous devez reconnaître le corps, c'est brutal ça. Mais quand je parlais d'intime et de non-voyeurisme, c'est ça. D'ailleurs, on va jamais voir le corps, rien du tout. Hein, et tout. Et après, on voit comment se disloque, entre guillemets, une famille qui, tenue par le patriarche un petit peu, mais maintenant qu'il n'est plus là, bah, son épouse va rentrer chez ses parents, va partir de là, parce qu'elle ne peut plus être l'épouse, donc elle va reprendre sa vie autrement. C'est difficile d'ailleurs, hein, le questionnement aussi de la place de la femme dans la société japonaise. Ce film montre quand même un peu les choses. C'est quand même une femme derrière la caméra et à l'écriture, et ça se sent. Il y a donc le cousin qui travaille à l'hôtel, etc. Bon, ça va être plus simple pour lui de vivre là-bas, sur place, et il va amener la grand-mère avec lui. Non, pas la grand-mère, pardon. Si, je sais plus. Il va amener quelqu'un avec lui. Bon, bref, j'ai un doute sur la fin. Là. Je sais qu'il y va pas tout seul. Bon, bref, je ne sais plus. J'ai un doute. Bon, bref, ce qui est certain, c'est que bah, c'est la grand-mère aussi. Si. Du coup, si la grand-mère va partir, mais en tout cas, il n'y aura plus personne en fait dans cette maison. C'est ça que je suis en train. J'avais pas capté ça de suite. La maison va être abandonnée, comme le village s'abandonne aussi à ce non-avenir. Ben oui. Mais c'est peut-être en fait tout simplement la pauvre petite Michiru qui va vivre toute seule pardon, dans cette maison. C'est elle qui va rester seule en fait, peut-être. Bon bref, peu importe, parce que là je réfléchis en même temps que je parle, hein, c'est ça aussi un procédé critique. Comme le film m'a bouleversé, j'ai pas forcément pris le temps d'analyser avec le recul, surtout 30 minutes après, à peu près tous les tenants et les aboutissants. Mais c'est vrai qu'à la fin, par contre, j'ai pas versé ma larme au moment du signe du père, tout ça, ce qui va derrière et tout. Il y a peut-être un truc en trop dans le film, peut-être quand même, il faut que je le mentionne. C'est cette idée de romance qui n'est pas à consommer, je vous rassure quand même, parce que sinon c'est de l'inceste, entre donc la petite et le cousin. Enfin, il y a une histoire de révélation amoureuse, mais attention. Parce que c'est doublement cringe sinon. Parce que déjà, les lire du sang, hein, mais en plus on les voit au début, adolescents et petites filles. Mais bon, oui, il y a eu. Ça montre aussi le huis clos. En fait, c'est assez terrible, parce que cette idée d'amour potentiellement, donc interdit et impossible entre les deux, naît d'un huis clos où les gens sont enfermés chez eux dans un monde qui se ferme, en fait, et qui se meurt aussi autour de ces montagnes. Peut-être aussi cette idée-là que Kawase a voulu mettre en place, sans forcément aller trop, évidemment, dans le malaise non plus. Et donc oui, alors la mort du père, tout ça, certes, etc. Mais après, il reste la mémoire du père. C'est-à-dire que cette caméra qu'il a amenée avec lui, donc geste à la Kawase par rapport à ses documentaires, c'est pour ça que c'est très personnel son travail, c'est que on retrouve la caméra, il récupère les images, et en fait, le père, avant de mourir, il a filmé des dernières choses. Certes, la nature. Voilà, très important, la nature, à un moment, il ramène des gros insectes à son neveu et à sa fille, plutôt dans le film. Donc cette connexion-là, elle est là. En plus, je crois que la fille les collectionnait, enfin, il y a tout un délire là-dessus, donc c'est ça aussi. Et il filme des visages, des portraits. Et là, tu te demandes où est la limite entre fiction et documentaire. Fiction, ce sont les images du père, etc. Documentaire, est-ce que c'est Kawase elle-même qui est allée prendre sa caméra et filmer ça, ou est-ce qu'elle l'a inclus dans un documentaire, ou est-ce que c'est sorti d'un de ses documentaires d'avant et tout. J'ai pas vérifié, mais on aurait pu imaginer que. Mais c'est surtout ici la façon de voir comment, presque, hein, post-mortem, le père se rappelle à ses souvenirs et il filme des endroits et des gens qui se meurent, qui vont disparaître. C'est-à-dire qu'avant de porter sa disparition physique de ce monde, il montre et filme la disparition de ce monde. Et ça m'a bouleversé en fait. Il y a eu ce petit truc-là qui m'a bouleversé déjà. Je me dis, waouh, travail sur le deuil, la mémoire et le souvenir qu'on garde avec les images, parce que cet endroit un jour, il sera peut-être toujours là, mais très abandonné, et il va changer, quoi. Ou il s'industrialise, ou ça va se dépeupler, peu importe. Ça sera plus comme avant, entre guillemets. Et puis, bah oui, en plus, il laisse un dernier message à ses enfants, à sa femme et à sa mère, quoi. Et c'est probablement volontaire. Il voulait que ça soit retrouvé, il part avant de mourir avec cette caméra, ça va pas rien, quoi. Il y a ça, et puis donc après, avant que, visiblement, donc si je comprends bien, hein, la grand-mère, si c'est bien la grand-mère, oui, et son petit-fils partent ailleurs, il y a cette réflexion, et la grand-mère, on la voit chanter. On l'entend, mais on la voit aussi chanter, un truc par rapport au soleil, hein, le soleil qui fond, comme les souvenirs et tout, comme cet endroit qui va disparaître. Hein.
Tout le rapport à la chaleur au début, il y a un truc là-dessus. Hein. Et elle chante et elle s'endort. Voilà. Et le fait de la voir comme ça chanter et s'endormir, on pourrait l'interpréter autrement. On ne sait pas. Moi, j'ai envie de dire qu'elle s'endort. Peut-être qu'elle meurt aussi, comme cet endroit qui finit par s'endormir sans ses souvenirs et qui meurt. Donc on ne sait pas en fait. Il y a ce mystère-là. Et moi j'ai envie de dire qu'elle s'endort parce que en s'endormant, elle se remémore, on voit des images, on revient dans le ciel comme l'ellipse plutôt, et on revoit des images, façon Super 8, de cette famille plus jeune qu'on a vue au début, enfin 15 ans avant. Des moments de souvenirs où ils sont tous contents et heureux d'être ensemble, quoi. C'est ça qui va rester au final. Quoi qu'il arrive, il faut quand même garder ces moments en tête. C'est pas un film que triste et pessimiste, hein. C'est un film qui est beau. Et là, pour le coup, les larmes sont tombées. Voilà. C'est ce geste final là, qui convoque à la fois le souvenir, la mémoire, mais aussi les images, donc un peu en écho avec les images de son fils défunt, du coup, juste avant, ça cristallise quelque chose d'assez fort pour un film qui est très très juste. Voilà. On peut y voir pas mal de défauts, comme je l'ai dit là, sur cette potentielle romance et tout, mais ça fait sens avec ce huis clos global d'un autre monde en fait, qui n'arrivera peut-être pas à survivre au-delà des images et des souvenirs. Je ferme la zone spoiler, ben, je vous le conseille vivement ce Suzaku, c'est une énorme surprise ou non en fait, bon, je me laisse surprendre et tout, mais c'est un petit coup de cœur quand même, pour mon premier film de la réalisatrice, son premier de fiction donc, j'insiste. Je sais qu'elle en a fait d'autres qui sont plus connus, forcément, peut-être même encore plus réussis, je ne sais pas. Après, ça dépend évidemment de chacune et de chacun. Et je vous demande, vous, là, en commentaire, si vous connaissez cette dame, de me conseiller d'autres de ses films. Elle n'en a pas fait 8000 autres, hein, je crois, mais à votre avis, lequel est le meilleur, à part celui-ci? Peut-être que c'est celui-ci son meilleur, j'en sais rien, on s'en fiche. Ce qui est certain, c'est que, waouh, quoi, ça restera un petit moment. En plus, elle a travaillé, je suis en train de vérifier en même temps, avec un chef-op assez connu du cinéma japonais, qui s'appelle Masaki Tamura, qui avait notamment piloté Lady Snowblood. Voilà, donc ça faisait quand même plus de 20 ans qu'elle était dans le truc. Et Serpent's Path, tiens, de Kiyoshi Kurosawa l'année d'après. C'est très intéressant ça. Voilà. Mais bon, je dis ça comme ça, je suis en train de m'en rendre compte maintenant au moment où je fais cette vidéo qui est très, du coup, dans l'instant, bah, dans le côté sincère et organique à l'image de ce film, quoi, si vous voulez. N'hésitez pas à dire en commentaire donc ce que vous pensez de ce film, de la carrière de Madame Kawase, tout ça, tout ce que vous voulez du cinéma japonais par extension, et peut-être si vous avez d'autres exemples de cet endroit rural qui se meurt, on en a plein, je pense. Dans cette idée-là, et pas que au Japon. Allez, je vous laisse la parole, il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine, ciao.